Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et c'est encore moi qui va être votre animatrice cette semaine. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Florence et Édouard avec qui j'ai parlé de l'influence des médias dans la sphère politique. On a parlé du rôle traditionnel des médias, comment il a changé aussi au fil des années. On a abordé la médiatisation des conflits internationaux, ce dont on entend parler ou non, de quoi on parle dans le fond dans les médias, comment les médias pouvaient influencer l'opinion publique sur des enjeux chauds comme par exemple l'immigration, puis même sur des personnalités politiques. Donc, allez écouter ça si ça vous intéresse. Dans cet épisode, je vais être accompagnée de Alanis et Florence, un autre Florence cette fois-ci. Donc, on va parler de l'identité autochtone, donc un sujet dont on devrait évidemment plus parler, qui devrait être mieux connu ou du moins plus familier, parce que même si on n'est pas autochtone, ben, il faut s'éduquer sur ces enjeux-là. Puis c'est par ces efforts-là que la réconciliation peut avoir lieu d'une certaine façon. Donc, je crois que l'émission d'aujourd'hui va vraiment donner une très bonne base à tous ceux et celles qui voudraient s'éduquer sur le sujet. Puis j'ai personnellement bien hâte d'en apprendre davantage, moi également. Donc, merci de vous joindre à moi. Bon matin. Bon matin. Donc, je vous inviterais à vous présenter un peu, là, puis nous indiquer un peu pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, bonjour, moi, c'est Alanis Constant-Nolette, puis je suis une Abénakise d'Odanak. Donc, les Abénakis sont bien connus pour la confection de vanneries. Donc, c'est des paniers de frênes. Puis, Odanak, c'est une communauté qui est dans le centre du Québec. C'est, dans le fond, en bas du fleuve de Trois-Rivières, si vous connaissez un peu la région. Oui, puis Nicolette, tout ça. Oui, c'est ça, proche de Nicolette, Drummondville, Sorel. Puis t'es au Biapri? Oui, je suis au Biapri, moi. En troisième année, super. Puis Flo, vas-y. Oui, allô, moi c'est Florence Bastien, je suis étudiante au bac en ergothérapie à Laval. Je suis aussi une femme autochtone membre de la nation Huron-Wendat dans la communauté de Wendake tout près de Québec. Si je peux parler un peu des Huron-Wendat, on fait partie de la famille linguistique iroquoienne. On est environ 3000, dont 2000 qui habitent sur réserve à Wendake. Et nous, les Hurons, on est reconnus beaucoup depuis longtemps pour notre artisanat, notre tourisme, aussi la confection de mocassins et de raquettes de babiche. Super. Donc, tu sais, je pense que oui, aujourd'hui, le but, c'est d'éduquer les gens sur juste l'identité autochtone, puis des enjeux peut-être plus théoriques dans la deuxième partie de l'émission, mais je serais curieuse de savoir, vous, là, en tant que femme autochtone de nos jours, comment vous identifiez à votre culture actuellement? Oui, je peux commencer. Puis, dans le fond, moi, ça va un peu expliquer comment ça, j'ai décidé de faire le podcast sur ça aujourd'hui. Puis, ça commence quand j'étais jeune. Dans le fond, comment je vivais mon identité de femme autochtone. Puis je dirais que quand j'étais jeune, c'est quelque chose d'un peu passif dans ma vie, là, c'est-à-dire que un peu comme un enfant québécois va peut-être écouter du Marie-Mé, mais pas nécessairement être souverainiste, puis un peu le crier haut et fort. Donc, je faisais partie d'une troupe de chant, d'une troupe de danse. J'allais au powwow à chaque année. On avait des potlucks, des repas communautaires un peu de temps à autre. Donc, j'étais comme définitivement un enfant autochtone, un peu différent de la réalité québécoise, mais j'étais pas non plus une activiste. Mais ça a un peu changé quand j'ai commencé à travailler au musée des Abénakis, donc le musée de ma communauté. Puis j'en ai vraiment appris plus sur ma culture, puis à commencer à m'éduquer sur notre histoire plus en détail, puis de vraiment rechercher ça, de m'entourer plus de personnes qui s'intéressaient aussi de ce sujet-là. Puis j'ai commencé à plus vivre mon identité autochtone de façon active, puis à me forcer un peu à plus prendre part à la culture de ma communauté, puis à aller au cours de confection de paniers, à tenter d'apprendre ma langue, à prendre des cours à l'université au sujet des Autochtones. Puis j'ai même, dans la dernière année, commencé à travailler pour Service aux Autochtones Canada. Donc, c'est peut-être un petit peu plus un sujet, je sais pas, controversial. Je sais pas si c'est nécessairement... mais c'est ça. Puis vraiment, maintenant, autant que je le peux, je vais parler du sujet des Autochtones, c'est sûr. Puis c'est ça, t'avais aussi, tu sais, au sein du Biapri, là, tu sais, t'avais quand même fait des actions, là, t'aurais aimé ça, là, que, tu sais, potentiellement...
qu'on ait accès à plus de... C'est ça, c'est sûr que j'aimerais ça que l'offre de cours par rapport aux Autochtones soit meilleure parce que présentement, tout ce que j'ai pu prendre, c'est un cours de politique autochtone. Puis j'ai pas pu suivre le cours de droit autochtone, mais de ce que j'ai entendu, est-ce que c'est le meilleur cours? Est-ce qu'il pourrait être amélioré? Est-ce qu'il pourrait avoir d'autres cours? C'est sûr, parce que je pense que vraiment de s'éduquer par rapport aux Autochtones, c'est la base, là, parce que c'est comme, même si moi puis Florence, on est des femmes autochtones, donc c'est directement notre culture, mais ça fait partie de la culture québécoise, les Autochtones, puis c'est la base de l'histoire de ce pays-là, donc c'est sûr que je pense que ça touche tout le monde. Donc, c'est ça, puis même au niveau des cours de langue aussi, t'as aimé ça c'est ça, il y a une plus grosse offre, là, tu sais. Oui, j'aurais voulu pouvoir prendre un cours dans ma langue, ou du moins une langue autochtone, mais la seule langue qui s'est déjà offerte, si je me trompe pas, c'est l'Inuktitut, puis elle se donne plus depuis un bout peut-être par manque de profs, par manque d'intérêt. Mais je sais que l'intérêt est là, parce que dans d'autres universités, il y a des cours de langue qui se donnent, là, entre autres la langue abénaquise. Puis j'entrerai pas trop dans le sujet tout de suite, mais parce qu'on va revenir sur la langue, mais c'est sûr que c'est ça. J'aurais aimé ça que ce soit une offre qui soit déjà là, puis que ça soit pas quelque chose que j'aille besoin de me forcer autant pour aller chercher. Mais ça, c'est vraiment... c'est l'histoire des Autochtones, de devoir se forcer pour pouvoir préserver notre culture. Donc, je laisse la parole à Florence. Là, c'est sûr qu'elle a plein de choses à dire. Non, mais c'est intéressant que tu dis. Je dirais que, pour moi, par rapport à mon identité, elle a fluctué depuis que je suis jeune. Je vais faire de la chasse, de la pêche avec mon père, surtout sur notre territoire ancestral depuis que je suis née. Je vais aussi voir des powwows. Je participe pas dans les danses, mais je vais les voir. Puis je dis que ça a fluctué depuis que je suis jeune parce que dès mon entrée au primaire, j'étais exposée à des commentaires, je serais déplacée, racistes, surtout de la part de camarades de classe, par rapport à, par exemple, la manière que mon apparence, parce que je ne ressemble pas à une femme autochtone, j'ai pas les traits typiques. Donc ça, c'est sûr que ça... Pour les gens, mettons, qui nous écoutent, ouais. tu ressembles à quoi? L'enfant, je suis rousse aux yeux bleus, j'ai la peau quand même assez pâle. Donc, j'ai pas les traits typiques autochtones. Donc, c'est sûr que ça m'a comme confrontée pour la première fois à des questions sur mon identité assez jeune. Puis aussi le fait que je parle pas de ma langue, on en parlait tantôt. Je parle pas ma langue à la base, donc ça fait que je suis comme moins proche, on dirait, de ma culture. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que je suis toujours assez fière d'être une femme autochtone. Puis aussi, depuis ma sortie du secondaire, j'ai réalisé que j'en connais pas beaucoup sur ma culture, mon histoire, de par le fait que le système d'éducation québécois, il touche pas beaucoup sur l'histoire autochtone. Et j'ai voulu commencer à m'informer plus là-dessus. Puis avec le décès, malheureusement, de Joyce Echaquan, j'ai commencé à m'intéresser aussi plus aux enjeux autochtones. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on soit là aujourd'hui pour en parler. Puis, dans le fond, c'est ça, tantôt, tu mentionnais, toi, ta langue, vous les deux, vous dites que vous ne parlez pas votre langue. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être... est-ce que vous sentez que vos communautés, c'est encore une priorité de préserver la langue, puis ou c'est un peu... Je sais pas, est-ce que votre langue est encore très vivante ou pas vraiment... Je peux commencer. Là, Dans le fond, l'abénaki, c'est pas une langue... d'ailleurs, petite préface, là. Dans le fond, je suis abénakise, donc ma langue, c'est l'abénaki. Chaque nation a sa langue, donc le nom de la nation, c'est le nom de la langue, généralement. Donc, c'est ça. L'abénaki, c'est une langue qui est vraiment pas beaucoup parlée, là. Je pourrais dire qu'il y a entre 5 et 10 locuteurs encore vivants. Okay. Puis, dont une personne qui est une locutrice qui l'a appris... vraiment qui est une aînée qui l'a appris de sa famille, puis tout ça, qui a comme gardé sa langue depuis qu'elle est jeune. Fait que c'est une langue qui est comme qu'on doit apprendre à partir de nous-mêmes un peu, là, de genre aller chercher les cours, là, puis c'est ça, dans le fond, quand les gens sont à la garderie sur la communauté, il y a une garderie. Puis, il y a des gens qui peuvent prendre des petits cours de langue là, de base. Là. Les animaux, les trucs comme ça, là, pour les enfants. Là. Mais tu dis qu'il y a 10 personnes. Fait que veux pas, les cours, ça doit être excessivement difficile à... Oui, c'est ça. Il faut que ces 10 personnes-là veulent enseigner de un. C'est ça. Dans le fond, il y a juste un ou deux professeurs un peu là, qui sont comme vraiment des bons connaisseurs de la langue, puis... Aussi, fait intéressant, là, le professeur un peu de langue abénakise n'est pas abénaki, là, c'est un... c'est un alloctone qui s'intéressait à il voulait apprendre une langue autochtone, puis il est tombé comme par hasard sur l'abénaki, puis
il s'est mis à l'enseigner. Là, puis c'est lui qui donne des cours. Il donne des cours à l'Université de Sherbrooke. Il donne des cours aux adultes. C'est ça que les gens qui ont l'intérêt eux-mêmes vont suivre les cours puis vont faire l'effort personnel. Mais comme dans le skill scolaire, comme primaire, secondaire, comme la communauté de laquelle je viens est vraiment petite, il n'y a pas assez de jeunes pour avoir une école juste dans la communauté. Donc, il n'y a pas une possibilité de donner ces cours-là aux jeunes qui sont des éponges pour la langue puis qui pourraient comme la faire revivre. Là. Fait que c'est comme un peu... On pédale à contre-chemin, comme je dirais. Là. On tente comme on peut de la raviver, mais comme... C'est ça. Et pas vivante, là, malheureusement. Non. Ben, dans le cas du Wendat, ben, malheureusement, c'est comme... J'aime pas utiliser le mot « éteinte », j'aime mieux utiliser le mot « endormi » dans les années 1820-1840. OK, quand même. Puis ça, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. Premièrement, le fait que les Wendat étaient très proches au niveau géographique des colons français. Il y avait aussi un empressement des autorités françaises à nous franciser, les Wendat. Donc, il y a eu plusieurs jeunes filles, notamment, qui sont allées à des écoles primaires comme les Ursulines de Québec pour aller apprendre le français. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des unions mixtes. On ne peut pas passer à côté de ça. Et aussi la diminution des activités sur le territoire ancestral. Donc, c'est sûr que la langue est directement reliée à notre territoire. Donc, si on fait moins les activités sur le territoire, bien, on perd notre langue aussi. Mais je dirais que depuis les années 1980, le Conseil de bande essaie de faire revivre la langue. Puis en 2006, il y a un projet qui a été bâti pour justement faire revivre la langue. Et ils ont engagé des linguistes pour analyser des écrits qui ont été faits par les Jésuites dans les années 1700. Donc ça, on est quand même assez content d'avoir ces écrits-là parce qu'ils ont comme noté comment la langue se parlait. Et ils ont réussi à faire un dictionnaire. C'est sûr, c'est pas exactement la langue qu'ils parlaient, mais reste qu'on est capable de retrouver plusieurs mots. Et ils l'enseignent maintenant à l'école primaire de Wendake. Il y a aussi des cours qui se donnent aux adultes. Donc, ça, c'est le fun. OK, puis... Désolée. Mais comme là, j'ai réalisé que peut-être qu'on avait sauté une petite étape de base, là. Mais pour les gens qui nous écoutent, tu sais, on parle de l'identité autochtone, tout ça. C'est quoi un autochtone? Oui, disons la définition là, légale. Là. OK, légal. Ben, je n'allais pas exactement légal, mais je peux te dire comme ça. Un autochtone, dans le fond, ça désigne les nations qui occupent des territoires depuis des millénaires. Donc, au Canada, on retrouve 3 catégories. Premièrement, on a les Premières Nations. Ensuite, les Inuits et les Métis. Les Premières Nations, c'est un terme qui est utilisé pour les premiers peuples du Canada. Donc, c'est distinct justement des Métis et des Inuits. Donc, c'est aussi ceux qui ont été les premiers à rentrer en contact avec les colons. Et aujourd'hui, on compte environ 50 Premières Nations au Canada qui sont réparties sur 630 communautés. Et au Québec, je peux vous dire les nations qui s'y trouvent, les Premières Nations. On a 10. Celles qui font partie de la famille linguistique algonquienne, on a les Abénaquis, ou on peut dire aussi Wabanaki. Ensuite, on a les Anishinaabe, les Atikamekw, les Cris-Iou, les Inuits, les Malécites ou Lastowig, les Mi'kmaq, les Naskapi. Et ensuite, on a 2 nations qui viennent de la famille linguistique iroquoienne, soit les Huron-Wendat et les Mohawk-Kanien'kehá:ka. Finalement, on a aussi les Inuits, mais qui ne font pas partie, eux, des Premières Nations, parce que, historiquement, les Inuits sont arrivés dans une deuxième vague migratoire. Ils sont arrivés il y a environ 2000 ans et ils font partie aussi d'un territoire qui n'est pas le même que les Premières Nations. Donc, eux sont plus au nord, notamment au Nunavut, les territoires du nord-ouest, le nord du Québec, qui est appelé le Nunavik, et le Labrador. Et finalement, la 3e catégorie d'Autochtones, c'est les Métis. Et eux, les Métis, sont nés plus dans les années 1700 et sont nés d'une union entre les marchands de fourrure européens et des femmes autochtones qui venaient de l'Ouest canadien. Et leurs descendants, ils ont comme forgé, ils ont créé une autre culture différente de celle des Premières Nations, différente de celle des Inuits. Et ils sont plus situés dans les 3 provinces des Prairies, dans une partie de l'Ontario, la Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest. Donc, c'est ça, dans le fond, les gens qui ont un parent autochtone puis un parent non autochtone, c'est pas nécessairement des métis avec un grand M, là, c'est 2 choses distinctes.
OK. Puis quand, justement, tu sais, on entend souvent parler de la loi sur les Indiens, puis bon, c'est controversé et tout, mais ça, de ce que j'ai cru comprendre, ça concerne pas tous les Autochtones. Oui, donc la loi sur les Indiens, entre guillemets, là, le Indien, c'est comme le terme légal qui est encore utilisé pour faire référence aux Premières Nations. Donc, c'est ceux qui sont légiférés puis qui sont comme la responsabilité, encore une fois, entre guillemets, du gouvernement du Canada. OK. Mais c'est ça, je pense. Puis d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, on va vraiment entrer plus en profondeur sur cet enjeu-là, là, puis pour vraiment vous faire comprendre. Là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas vraiment connu, puis qui a beaucoup un impact sur la préservation de, juste de l'identité. De l'identité autochtone et tout. Là. Fait que, Mais c'est ça. Là, maintenant que ça c'est établi, disons, les bases très théoriques, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez, mettons, partager? Est-ce que vous, en tant qu'Autochtone, vous vous sentez comme encore une certaine... je veux pas dire un préjugé, mais est-ce que des fois, il y a des gens qui, quand ils apprennent que vous êtes Autochtone, je sais pas, tu sais, ils vous traitent... dans le fond... mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Dans le fond, pour revenir un peu sur ce que Florence a mentionné rapidement tantôt, là, par rapport à à de quoi elle a l'air physiquement, là, qu'elle a pas l'air d'une Autochtone, là, moi aussi, je peux vraiment passer pour une personne canadienne-française, on va dire. Là. Une personne blanche, là, dans le fond, présentement, j'ai les cheveux teints, là, j'ai les cheveux rouges. Mais j'ai quand même présentement aussi le teint pâle, là, puis j'ai pas nécessairement les traits typiques non plus d'une femme autochtone. Donc, c'est ça, c'est toujours quelque chose que maintenant, dans ma vie, les gens le savent pas au premier abord. Là, donc, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, là, des « Ah, t'as pas l'air autochtone, hein? » Oui. Même si tu le dis. Puis là, comme, je sais pas toi, Florence, mais t'as comme l'impression qu'il faut que t'expliques « Ah, mais oui, c'est parce que Odanak, c'est proche de plusieurs villages. Donc, il y a eu du mixage. Donc, c'est pour ça que les traits sont plus diffus, si on veut. Puis c'est pour ça que je n'ai pas l'air, mais je vous jure, je le suis. T'as quasiment l'impression qu'il faut que tu le prouves. Là. Quasiment que tu montes ta carte. Là, c'est ça. Parce que c'est comme... Mais ça doit être confrontant aussi, là, vous-même, juste par rapport à votre identité. Genre, est-ce que des fois, ça impacte sur le fait de... Tu sais, j'ai pas l'air. Fait est-ce que ça vous pousse des fois à... Absolument. Souvent, je me sens imposteur. C'est ça, vraiment. Oui, puis tu sais, il y a tout le temps, tu sais, je comprends, les gens vont tout le temps être surpris quand je leur dis que je suis autochtone, tu sais, c'est rare, là, les Russes autochtones, c'est correct. C'est correct qu'ils soient surpris, mais après ça, qu'ils me posent des questions un peu déplacées, ça, par contre, ça me touche aussi, là. Comme quoi, là? C'est sûr. Si tu veux en parler. Oui, ça me dérange pas. Dans le fond, exemple, c'est vrai que tu payes des taxes, des impôts, puis là, on dirait que, tu sais, ça me dérange pas d'éduquer les gens là-dessus, mais... Des fois, ça peut devenir lourd, puis tu peux avoir des conversations malaisantes aussi par rapport à ça. Puis autant que c'est ça, parmi les personnes qui sont comme Canadiens-Français, qui se posent des questions par rapport à ça, puis qui te disent que t'en as pas l'air, fait que tu te sens pas tout à fait comme une Autochtone à pleine partie, mais t'es quand même, comme avec les questions déplacées, t'es quand même considérée comme une Autochtone, puis tu vas quand même vivre certaines répercussions de ça, puis... au primaire, c'est ça, au primaire, secondaire, les gens sont au courant que t'es une femme autochtone parce que tu viens d'Odanak, puis ils le savent. Donc, ils vont te faire les jokes, puis les préjugés, puis comme je me suis déjà fait dire au secondaire, là, « Ah oui, moi aussi, j'ai du sang indien, tout mon hood de char. » Tu sais, j'ai entendu ça, là? C'est sur ton hood de char? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, des jokes, genre vraiment comme... Pas d'allure. C'est quelque chose, Ouais, puis fait que tu vas quand même vivre du racisme, mais en même temps, tu te sens pas tout à fait légitime parce que t'as pas toutes les répercussions du racisme systémique parce que tu peux passer pour une blanche. Quand moi, j'arrive à l'hôpital ou quand je croise la police, je me fais pas j'ai pas les mêmes répercussions. Là, les préjugés sont moins... C'est ça. On profite de white privilege, dans le fond. Exact. Mais en même temps... ça te fait vraiment questionner ton identité c'est ça. Est-ce que je le suis vraiment? Je suis jamais complètement un, jamais complètement l'autre, là, parce que je suis pas totalement blanche, mais je suis pas totalement autochtone, on dirait. Ça fait... T'es quoi, dans le fond, là? Oui, c'est ça. Puis je trouve que, tu sais, ça revient tout le temps, c'est sûr, ça revient tout le temps au manque d'éducation de tous, mais tu sais, vous dites, je me fais poser des questions. Tu sais, d'une part, quand je suis considérée par les gens autochtones, je me fais poser des questions déplacées, qui, ça, viennent d'un manque d'éducation flagrant, mais aussi, désolé, le fait que je trouve que
simplement, les gens ont l'image, tu sais, physique d'un Autochtone. Je trouve que ça aussi, c'est que ça part d'un manque d'éducation que, justement, tu sais, c'est pas tous les Autochtones qui ont l'air. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup une vision de un Autochtone, c'est comme un Inuit, là, tu sais, qui vraiment a des traits distinctifs. Puis, mais... Puis, tu sais, même entre les nations, on a tous des traits différents. Tu sais, un Abenaki va pas ressembler nécessairement à un Wendat, à un Innu, à un Cree. Tu sais, je pense que qu'est-ce qui a contribué à ce stéréotype-là, c'est beaucoup les films hollywoodiens qui présentaient des Autochtones avec les habits traditionnels, ces traits-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'Autochtones aussi qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus. Il y a aussi une grande communauté afro-autochtone, donc faut pas les considérer moins autochtones aux autres aussi, juste parce que eux autres aussi n'ont pas les traits. Oui, ben parlant de films hollywoodiens, c'est ça, souvent, les gens qui jouaient dans ces films-là, il y en a qui c'était même pas des Autochtones. Fait que c'est vraiment une image qu'on se faisait d'un Autochtone, puis on prenait, c'était un melting pot des cultures du Canada puis des États-Unis. On prenait des parties de l'Ouest, on prenait des parties des Africains, tu sais, des Autochtones africains. On prenait des parties de toutes sortes de cultures, puis on les mettait en un, puis on faisait notre image qu'on le voulait bien, là, parce que c'est ça, les parties, là, les tam-tams, les franges, tu sais, c'est comme tous des trucs mélangés, là, c'est pas... J'ai l'impression que c'est comme, ça vient du fait que, comme, tu sais, c'est un peu le capital, genre, télévisuel, de genre, ce qui va tellement ressortir comme autochtone, on va le mettre de l'avant, puis tu sais, aussi de justement pas faire la distinction entre les différentes nations, les différentes cultures. C'est comme, ça vient comme encore plus créer cette éducation-là, cette non-éducation-là, ça vient pervertir un peu c'est quoi l'identité autochtone. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a du monde aussi qui se base beaucoup sur comme on en parlait justement la semaine passée, sur les médias, puis comment tu sais, on projette l'identité autochtone. Mais tant qu'on n'est pas éduqué à la base, j'ai l'impression que... Puis il y en a même des Autochtones eux-mêmes là, qui se basent sur ça. Parce qu'il y a eu une partie vraiment dans l'histoire où la culture a été coupée. Là, au moment où c'est vraiment la répression, je pourrais pas vous dire des années spécifiques, là, mais entre les années 1800 et 1900, la culture a comme vécu comme un... On a enlevé complètement ça, puis on a tout été interdit dans ce qu'on va parler plus tard, ce qui est la loi sur les Indiens. On a interdit tout plein d'éléments de la culture. Donc, il y a des Autochtones qui ont été complètement coupés de ça. Puis que leur seule réintroduction à leur culture, c'est de se voir dans les films hollywoodiens. Puis il y en a qui sont en crise identitaire de genre, mais c'est ça, donc être un Autochtone. Fait qu'il y a même des répercussions sur les communautés. Fait qu'il faut nous aussi se rééduquer sur qu'est-ce que notre propre nation, c'était quoi qui faisait vraiment partie de notre culture, puis de tout ça. Mais en même temps, il y a aussi eu un beau partage de, des trucs comme les capteurs de rêve ou bien le perlage, que c'est comme... Ça a fait aussi un beau mélange de genre, on s'est réapproprié ces parties-là de la culture, puis comme un mélange entre les nations. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que, justement, ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, tout l'aspect, genre, capteur de rêve, tout ça, ils ont beaucoup été, genre, manufacturés. Non, mais tu sais, comme, ça a été vendu, tu sais, il y avait ça dans des magasins nowhere. Des poupées, des trucs comme ça. Affaires même. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire, comme, tu sais, de prendre des éléments de votre culture, puis là, de le rendre un peu marchandisé de façon comme... Tu sais, ça n'a même plus rapport avec la culture autochtone, quasiment. C'est un capteur de rêve qui c'est un sujet assez controversé. Je pense que ça dépend d'un autochtone à l'autre. C'est quoi son opinion là-dessus? Ouais. Pour ma part, mettons que j'ai déjà allé aux Ardennes, puis j'ai vu un capteur de rêve rose avec des fausses plumes et tout. Ben, ça, c'est sûr, ça m'a choqué un peu parce qu'ils font de l'argent, pas sur le dos de la culture. Ouais. Mais si tu vas acheter un capteur de rêve par un artisan autochtone, ben vas-y, là, parce que tu vas encourager l'économie autochtone. Mais non, moi, je pense qu'il y a des compagnies qui profitent de ça. Moi, je suis pas d'accord, non. Mais oui, ça, c'est une question que ma mère se pose souvent, là, tu sais, justement, de tout l'artisanat autochtone, là, comme les mocassins, les boucles d'oreilles, les capteurs de rêve. Elle se demande, tu sais, d'acheter ça puis de porter ça. Est-ce que c'est comme une appropriation culturelle? Ouais. Est-ce que on le permet, ça, aux gens de porter des éléments de la culture? Ou est-ce qu'on se dit, genre, c'est de l'appropriation culturelle, mais en même temps, en les achetant, comme tu dis, c'est pour encourager l'artisanat. Puis, tu sais, c'est bien qu'il y ait des personnes québécoises, de l'extérieur qui peuvent aussi nous encourager parce qu'on peut pas se faire vivre même avec les quelques centaines qui habitent sur la communauté. Ouais.
Oui, c'est ça, mais c'est un peu comme... Tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, genre au primaire, il y avait comme une grosse tendance, justement, des mocassins. Comme, t'allais au Urban Planet, là, puis tu pouvais trouver des mocassins, là. Puis, tu sais, ça, on s'entend, là, c'est pas fait par des amis. Non, c'est ça. Puis, genre, j'ai toujours été un peu comme... Je savais pas comment me sentir par rapport à ça, parce que j'étais comme... Est-ce que c'est de... Tu sais, comme dans tous les genres de problèmes d'assimilation culturelle, est-ce que c'est de la célébrer, la culture, ou c'est de la... Mais quand, tu sais, t'arrives au Urban Planet, ça n'a pas rapport de célébrer. Là, fait que je suis comme... Tu sais, moi, évidemment, je peux pas vraiment avoir d'opinion là-dessus, mais... Ouais. Je pense que c'est bien que tu te poses la question à base, parce qu'il y en a qui vont pas se la poser. C'est sûr. Mais c'est sûr, en tout cas, pour ma part, si tu achètes d'un artisan autochtone, c'est bien. Tu peux, tu sais, si quelqu'un te pose la question, je vois que tu portes des mocassins et tu es autochtone, ben là, tu sais, tu peux leur dire, non, mais tu sais, j'ai acheté de tel artisan. Ouais. C'est sûr qu'il y a certains éléments, certains habits que tu peux pas porter. Exemple, la coiffe des chefs, ça, c'est un gros nom, là. Parce que ça a une signification. Mais tu sais, oui, je pense que les mocassins, les bouts d'oreilles, tu peux, là, ouais, parce que ça il y a eu des... Je sais pas si ça fait quand même un petit bout, là, mais tu sais, il y avait le show de Victoria's Secret. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, qu'il y avait une mannequin, tu sais, qui s'était... qui avait fait tout le défilé avec la grosse coiffe, là, tu sais, gigantesque coiffe, puis... Tu sais, je veux pas, tu sais, t'es en sous-vêtements, tout ça, puis, tu sais, ça venait complètement... mais c'est ça, l'appropriation culturelle, la fétichisation, puis... il y a ça. Puis pendant plusieurs années aussi, c'était... À Coachella, c'est la mode de s'habiller comme un peu comme avec des éléments autochtones. Puis heureusement, maintenant, je pense que c'est plus trop ça, là, mais parce que les gens sont comme un peu plus conscients que ça se fait pas. Mais ouais. Puis est-ce que... ben, tu sais, je trouve que récemment, moi, sur mes réseaux sociaux, tout ça, je vois de plus en plus de jeunes autochtones, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, qui on dirait, veulent vraiment plus mettre leur culture de l'avant. Là. J'ai pas son nom en tête, là, mais il y a une créatrice. Nanova? Oui, je pense que c'est elle, tout ça. Tu sais, on sent que les jeunes veulent démontrer comme que... Ben, tu sais, un peu faire revivre leur culture. Est-ce que vous sentez que c'est un mouvement qui est quand même... pas qui a une importance, mais qui grandit? Ou pour vous, c'est comme des petites exceptions ici et là? Est-ce que vous sentez que les jeunes, peut-être, de votre communauté sont de plus en plus, disons, fiers et un peu moins en mode il faut que je cache mon identité parce que je veux pas subir de racisme ou, tu sais, je sais pas. Est-ce que vous sentez... Oui, je pense que oui. Mais exemple, j'ai été monitrice de camp de jour pendant 6 ans. À Wendake, justement, puis les enfants, ils me disaient « tu sais, on nous apprend à l'école des mots de langue Wendat, du je-t'en-dise. On apprend des jeux que nos ancêtres faisaient. Est-ce que tu veux qu'on les fasse? » Puis, tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais au camp de jour, c'était zéro ça. Fait que, tu sais, je vois déjà que au niveau de la communauté, ils essayent de faire revivre la culture, de faire revivre la langue. Fait que, oui, c'est sûr qu'il y a une certaine fierté qui revient aussi. Oui, bien, je pense que vraiment, il y a un effort. En tout cas, je parle pour mon conseil de bande, puis tous les petits organismes comme le Centre de la famille, puis tout ça, dans ma communauté, il y a vraiment un effort de rebâtir cette fierté-là, puis cette culture-là. Fait que oui, je pense qu'on est sur la bonne voie avec la nouvelle génération, je pense que oui. Oui. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux aussi, ça permet de propager la culture encore plus. Ça touche plus de gens aussi. Ça permet d'éduquer aussi certaines personnes qui consomment ces plateformes-là. Donc, c'est super Exactement. D'éduquer les gens, puis ça soit fait de la part d'une personne autochtone qui s'y connaît, plutôt que d'un professeur de secondaire 3 qui dit un peu n'importe quoi, qui est écrit dans son livre. Puis, est-ce que vous sentez, vous, par rapport au système d'éducation... est-ce que vous vous êtes senti un peu délaissé? Bien, c'est évidemment, vous êtes senti délaissé, je vois pas. Mais est-ce que vous auriez comme pas des conseils, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir, il y a des choses que vous mettriez plus de l'avant dans notre cursus, que ce soit au primaire, au secondaire, même cégep? Je pense qu'une grosse partie qui a été délaissée, premièrement, la loi sur les Indiens, on n'en parle pas beaucoup. Aussi les pensionnats. Moi, je me rappelle, il y avait juste une page dans mon manuel d'histoire qui en parlait, tandis que ça a duré des centaines d'années, cela. Jusqu'à assez récemment. Là. Exact. Puis ça a encore un impact aujourd'hui de trauma intergénérationnel chez les gens qui ont vécu ça. Là. Donc, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que les Autochtones étaient un peu une partie du passé. C'était OK. Donc, on commence au moment où il y a les Premières Nations, les Inuits, puis
ensuite, il y a les Métis, là. On explique un peu vaguement les Autochtones. Puis après ça, bon, les Français sont arrivés. Puis là, on parle plus jamais des Autochtones. Puis ils font vraiment partie du passé. Fait que là, ça l'emmène du monde à se poser des questions par rapport à, justement, tous les stéréotypes. Je pense que ça vient de là parce que c'est comme s'ils ont oublié qu'on existait. Ouais. On a comme été mis sur pause, mais on a continué à avoir une histoire. Puis cette histoire-là est pas racontée, là. Puis comme tu as dit, les éléments que tu as nommés, ça fait partie de l'histoire qui a comme continué de perdurer. Puis c'est des pièces d'explication par rapport aux stéréotypes que ces gens-là ont par rapport aux Autochtones. Ça fait partie de l'histoire. Tu sais, tu l'as mentionné tantôt, l'histoire québécoise, canadienne. C'est important d'en parler. Ouais. Je veux dire, l'histoire autochtone des colons français sont intimement reliées. Puis, tu sais, je me rappelle très bien, j'étais en secondaire 3, puis je pense qu'on commençait à en parler un peu plus. Il y avait comme un chapitre plus sur les Autochtones. Puis il y a du monde qui chialait dans ma classe. Pas encore les Autochtones. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est la partie plate qu'on veut passer rapidement, là. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en tant que femme autochtone, même si je savais pas nécessairement que je suis autochtone, mais ça me touchait, puis ça m'a vraiment blessée parce que c'est une partie de moi qui me manque, tu sais, puis que je veux connaître aussi. Puis pourtant, tu sais, vous, justement, tu sais, vous êtes des femmes autochtones, vous apprenez ça. Tandis que, tu sais, je pense pas qu'il y a un petit Québécois, Québécoise en secondaire 3 qui s'identifie à un colon français, là, tu sais, on s'entend. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, c'est pas vraiment, genre, on n'a pas cette culture-là, le fait que, tu sais, tu sais, on parle de la colonisation pendant je sais pas combien de chapitres. On parle des Français, des Anglais, on revient, tu sais, on parle quasiment plus des États-Unis, là. On parle des 13 colonies, mais plus qu'il y a juste des gens qui sont, tu sais, des Autochtones, qui sont sur notre territoire. Puis justement, de ce que les États-Unis ont fait de pas correct, Et de l'esclavage, on en a parlé en long et en large, à quel point les États-Unis, ils ont fait des erreurs, vrai, mais on n'a pas tant mentionné les erreurs du Canada, là, tu sais. Non. Il y a beaucoup de... Ce serait intéressant à comparer, genre... Ouais. Tu sais, à quel moment, mettons, les États-Unis ont commencé à parler de l'esclavage comme dans leur cours d'histoire, tout ça. Ouais. Puis nous, comme, à quel point il y a une Parce que déconnexion. nous autres, il y avait de l'esclavagisme autochtone et afro aussi. Fait que, tu sais, ça, on n'en parle pas. Puis il y a aussi beaucoup de fausseté, je pense, dans les livres d'histoire. Tu sais, ils montrent Champlain puis Jacques Cartier comme c'était des grands héros qui ont découvert l'Amérique. Mais tu sais, ils ont découvert pas un territoire, mais bien des peuples. Le Canada était occupé au grand complet là, par des Autochtones. Puis c'est pas vrai que quand ils sont arrivés, ben c'était une très bonne relation au début. Puis tu sais, ils omettent beaucoup de faits par rapport à Jacques Cartier puis Samuel de Champlain. Là. Ouais. Ben, sur ce, on va en profiter pour faire une petite pause, puis on vous revient sous peu. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Florence et Alanis, qui sont deux étudiantes autochtones, donc Flo et Wendat, et Alanis et Abinaki. Et donc, pour la deuxième partie de l'émission, on va se pencher sur des faits un peu plus théoriques, à savoir l'inscription des Indiens, c'est quoi, comment le statut est transmis, son historique et tout. Donc, ouais. Donc, on va faire ici un petit topo à travers le temps de comment ça a fonctionné, l'inscription des Indiens. Puis, j'ai laissé quelques détails de côté. Là, on va vraiment y aller dans les points principaux. Donc, en 1850, il y a un acte qui servait à mieux protéger les terres et les propriétés des Indiens dans le Bas-Canada. Puis, c'est la première fois qu'on va inscrire dans une loi ceux qui sont considérés, entre guillemets, comme indiens. Donc, on les décrivait comme toute personne de sang indien, les personnes qui sont mariées à ces personnes-là ou qui résident avec eux, leurs enfants, puis les personnes qui sont adoptées par une tribu. Ensuite, en 1869, on applique les premières modifications, puis on va vraiment imposer le modèle patriarcal occidental à la passation de statut, puis ça va commencer une longue histoire de ça. Donc, les Indiennes qui épousent un non-Indien sont plus indiennes, puis leurs enfants non plus. Donc, ensuite, les Indiennes qui épousent un Indien d'une autre bande appartiennent à la bande de leur mari. Puis là, pour faire une petite clarification, bande, c'est relié à la communauté. Là. Donc, je suis de la bande d'Odanak. Puis, moi, je suis la bande de Wendake. C'est ça. Donc, ce que ça implique, c'est, en pratique, si je suis une Abénakise d'Odanak, puis que je me marie à un homme Wendat de Wendake, je suis plus une Abénakise, je dois quitter Odanak, puis maintenant, je suis une Wendat de Wendake.
Par la suite, en 1876, c'est là qu'ils ont vraiment fait la première version de la loi sur les Indiens, soit l'Acte des Sauvages, qui nommait dans le temps. Donc, l'Acte des Sauvages était adopté par le gouvernement fédéral et il y avait un objectif de l'accélération de la dépossession du territoire indien et aussi la disparition des Premières Nations par la voie d'assimilation au sein du Grand Ensemble canadien. Donc, ça touchait notamment les personnes de sexe masculin qui ont du sang indien et qui appartiennent à une bande. Ça touchait aussi les femmes qui étaient mariées à ces hommes-là et leurs enfants. Mais ça a tellement pas... Comme acte des sauvages. Tu sais, comme acte des sauvages. Ouais. C'est le même qui nous appelait. Ouais. J'ai eu une prof de français au cégep qui m'a dit que sauvage, c'était pas péjoratif. C'était plus pour qualifier parce qu'ils vivaient dans la nature, vraiment. Je pense c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Comment rationaliser de façon complètement... C'est ça, mais on peut se le dire, on dit pas ça, le S. Le mot en S. Non. Mais c'est ça, puis c'est quelque chose que je sais depuis des années, là, que le statut se passait vraiment par l'homme, là, mais on voit vraiment dans ces mots-là, là, c'est la personne qui est de sexe masculin, qui est de sang indien, ça tourne autour de lui, là. Donc, c'est sa femme, ses enfants. Fait que la femme n'a pas de statut en tant que telle à elle-même, là. Oui, c'est fou parce que dans plusieurs nations, ça se transmettait par la femme, pas nécessairement le statut, mais tu sais, le fait que tu es autochtone, ça se transmettait par la femme, oui. Puis c'est la femme qui était la matriarcale. Oui, c'est ça, le modèle matriarcal. Elle avait une place importante là, dans la société autochtone. Puis c'était sa famille qui ça tournait autour de sa famille, là, le statut, comme tu l'as dit. Puis, les Canadiens, le système canadien a juste ignoré ça puis a imposé son système patriarcal, là. Exact. Puis, à ce moment-là, ils ont aussi introduit les émancipations involontaires. Et ça veut dire que si un homme autochtone voulait avoir un diplôme universitaire ou s'il voulait entrer dans un ordre religieux ou si même voulait entrer dans l'armée, fallait qu'il rejette son statut autochtone. Donc, il ne pouvait plus habiter sur la réserve. Il ne pouvait plus transmettre aussi le statut à ses enfants. Et aussi, il y avait l'émancipation volontaire. Donc, dans l'histoire, il y a juste un homme qui l'a fait, cette émancipation volontaire-là. Le gouvernement pensait qu'il allait avoir plus de personnes qui allaient le faire parce qu'il considérait comme être Canadien, mais c'est être supérieur. C'est sûr que tous les Autochtones vont vouloir le faire, mais il y a vraiment juste une personne qui l'a fait, là. Ouais. On le salue, hein? Puis, donc, tu sais, le fait de vouloir l'émancipation involontaire, justement, ils ne voulaient pas que les Autochtones aillent s'éduquer à l'université parce que... Oui, c'est ça, parce que c'est comme, si tu veux, genre, les avantages sociaux de l'éducation, tout ça, exact. Renie ta culture. Exact, puis j'ai eu comme, je veux dire, une citation de Samian, c'est un rappeur Anishinaabe, dans sa chanson Génocide, il dit « Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. » Ils ne voulaient pas notamment qu'il y ait avoir des études en médecine, en droit, pour aider leur communauté à revendiquer leur territoire, par exemple. Et, dans le fond, on abroge ces émancipations involontaires-là en 1919. Et en lien avec cette loi-là, dans les années 70, il y a deux femmes qui se nomment Yvonne Bédard et Jeannette Corbier qui se sont indignées là, par rapport à cette loi discriminatoire, surtout à l'égard des femmes. Sont allées en cour suprême, et la Cour suprême a décidé que c'était pas discriminatoire, au final, que ces femmes-là perdent leur statut. Ouais. Puis, je sais pas toi, Flo, là, mais dans le fond, moi, je connais des femmes qui se sont jamais mariées pour pas perdre leur statut ou qui ont juste, quand ils ont eu des enfants, ils ont pas déclaré le père de leurs enfants pour pas affecter le statut de leurs enfants. Je sais pas s'il y a des histoires comme ça dans ta communauté aussi, là. Moi, j'en connais pas vraiment par rapport à ça. Parce que je sais que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur statut, puis ou genre, tu sais, mettons, ils ont perdu leur statut en se mariant ou qui ont perdu leur statut en ayant un enfant. Puis après ça, ils ont perdu le contact avec leur culture, puis ils sont jamais revenus, là. Fait que ça a un peu fonctionné d'une certaine façon. Mais en 1985, c'est vraiment la première vague de modifications qui va être apportée au système d'inscription. Puis ça va tenter de remédier à la situation discriminatoire envers les femmes
mais avec le projet de loi C-31. Donc, à ce moment-là, les femmes qui avaient perdu leur statut en se mariant à un non-indien vont regagner leur statut. Puis les dispositions par rapport à toute émancipation sont retirées, là, que ce soit volontaire ou non. Il n'y en a plus à partir de 1985. Les femmes ils se joignent plus automatiquement à la bande de leur mari. Ensuite, on inclut un article dans la modification qui permet à la bande de déterminer son propre code d'appartenance. Mais bien sûr, là, ça doit suivre la loi. Là. Donc, ça doit être comme... Puis par code d'appartenance, tu veux dire? Dans le fond, c'est comme si le conseil de bande peut appliquer comme son propre règlement, si on veut, là, de qui peut être un Abénaki ou pas un Abénaki, par exemple. Mais c'est comme un peu selon la loi. Là. Fait que c'est comme juste pour que le conseil de bande ait ses propres règles adaptées à sa propre communauté, mais ça suit tout ce que la loi dirait. Là. Fait que on peut se demander c'est quoi que ça change, mais... puis là, on a un nouveau concept là, qui est l'exclusion de la deuxième génération. Donc, après 2 générations de mariage mixte, les enfants de la 3e génération n'ont plus le droit à l'inscription. Donc là, je vais un peu vous expliquer, puis on va avoir des visuels disponibles sur l'Instagram du A priori, là, du podcast. Ouais. Mais dans le fond... c'est ça, parce que là, c'est ça va devenir quand même, tu sais, il va y avoir beaucoup de liens à faire, tout ça, fait qu'on vous demande de vraiment développer votre visuel, votre esprit visuel. Donc, premièrement, je vais vous dire, il y a 2 alinéas dans la loi sur les Indiens par rapport au statut. Donc, il y a l'alinéa 6.1 qui est un enfant qui a 2 parents indiens inscrits. Ensuite, il y a l'alinéa 6.2 qui est un enfant qui a un parent indien inscrit, puis un parent qui n'est pas un indien inscrit, donc un non-autochtone. Donc, si on a 2 parents qui sont inscrits à l'alinéa 6.1, on est un enfant 6.1. Si on a un parent qui est 6.1, un parent qui est 6.2, on est encore 6.1. Si on a 2 parents 6.2, on est 6.1. Mais là, si on a un parent 6.1, puis un parent non inscrit, c'est un enfant 6.2. Si on a un parent 6.2, puis un parent non inscrit, ça fait un enfant non inscrit. Je sais pas si mais mettons la différence. Mettons, tu dis, un enfant est 6.1, un enfant est 6.2, un enfant non inscrit. C'est quoi la différence, mettons? Dans le fond, il n'y a pas de différence entre 6.1 puis 6.2, là, à part que c'est vraiment par rapport à tes parents, là, puis à comment tu vas pouvoir passer le statut. C'est ça. Après, avec tes enfants. C'est ça. Il n'y a pas de différence en lien avec... j'aime pas utiliser le mot avantage, c'est ça que les gens utilisent, mais il n'y a pas de différence par rapport à ça. Là. Par rapport au droit. Dans le fond, les personnes 6.1 et 6.2 peuvent habiter sur la communauté, là, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui n'est pas nécessairement connu, mais pour habiter sur une réserve, il faut, pour posséder un terrain, là, il faut être un Indien inscrit à cette bande-là. Puis, c'est possible de changer de bande. Là. Par exemple, si je veux aller habiter à l'autre communauté de ma nation, là, Wanlinak, je pourrais demander pour un changement de bande. Là. Mais sinon, tu peux juste posséder un terrain et une maison sur le terrain, sur la communauté, si tu es inscrit à cette bande-là. Donc, ça, c'est un droit qui est au 6.1 comme au 6.2, là, ça n'a aucune différence. Mais un enfant qui est non inscrit, quand il va devenir adulte puis va vouloir s'acheter une maison, ne pourra pas s'acheter une maison sur la communauté. Si on veut imager, là, mettons, toi, Alan. Oui. Ta situation. Moi, par exemple, je suis 6.2. Donc, j'ai mon père qui est un Indien inscrit 6.1. Puis ma mère est non autochtone. Donc, je suis 6.2. Puis si j'ai un enfant avec une personne non autochtone, mon enfant ne sera pas inscrit. Donc, il pourra pas techniquement là, avoir une maison sur la communauté. Puis il n'y aura pas, c'est ça, il n'y aura pas tous les droits d'une personne autochtone. Exact. Moi, c'est littéralement la même situation. Mon père qui est inscrit 6.1, ma mère qui est pas autochtone, puis moi, je suis 6.2. Puis, tu sais, pour renchérir un peu sur ce que tu dis, oui, il ne pourra pas posséder une maison ou un terrain, mais il ne pourra pas hériter non plus. Si j'ai une maison plus tard à Wendake, exemple. Parce qu'il ne sera pas considéré comme un Indien inscrit à la bande. Puis, ça, genre, je peux pas croire que... Est-ce que les peuples autochtones ont été consultés par rapport à ça? Dans le sens que, tu sais, on parle là que c'est une loi de 1985 qui est quand même, tu sais, c'est récent. Je veux dire,
c'est pas comme on parle pas des années 1800. Là. Non. Fait que là, c'est comme le gouvernement du Canada qui a décidé que comme le statut allait vraiment juste finir pour certains individus, même si ils ont cet héritage-là, ils ont cette culture-là. Ouais. Puis je pense que c'est un problème aussi beaucoup pour des nations comme les Abenaki puis les Wendat parce qu'on a beaucoup d'unions mixtes, justement. Tandis que les Inuits, tu sais, sont un peu plus reclus, isolés. Ouais. Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils ont moins ce problème-là. Puis ils sont plusieurs aussi, tandis que nous, ben, on n'a pas beaucoup. Ben, il y a 400 personnes qui habitent à Odanak. Puis les gens de mon âge, pour la plupart, sont dans ma famille. Donc, si on veut éviter l'inceste... c'est ça. Ouais. Mais ouais, tu dis que c'est très récent. Si je regarde le cas de mon père, par exemple, parce qu'avant 1985, quand un homme, un Indien inscrit, se mariait avec une non-autochtone, ben, il transmettait son statut. Donc, elle aussi, elle devenait 6-1. Donc, par exemple, mon père, en décembre 84, directement avant que la loi change, il était même pas au courant de ça. Il s'est marié avec une femme, donc il a transmis le statut. Elle aussi était maintenant considérée comme une Indienne inscrite 6-1, tandis que c'est 0 héritage autochtone. Et ils ont eu un enfant, soit ma demi-sœur, que je considère comme ma sœur. Puis ma demi-sœur, Claudia, elle, est considérée aussi 6-1, parce que c'est comme si ses deux parents étaient 6-1, mais on a le même héritage. Ouais. Hey. Elle, ses enfants, peu importe qu'elle ait un enfant avec un allochtone ou un autochtone, va être autochtone, va être 6-1. 6-2, pardon. Tandis que moi, si j'ai un enfant avec un non-autochtone, il ne sera pas inscrit. Parce que ton père a eu un enfant, exactement. 1985. Il s'est séparé, il a rencontré ma mère, puis après 1985, ben, même si tu te maries ou non, tu ne peux pas transmettre le statut. À la personne avec qui tu te maries, c'est ça. Donc, les femmes vont plus perdre leur statut en se mariant, mais les hommes vont pas non plus passer le statut en se mariant. Puis est-ce que, on dirait que je le vois de deux façons, est-ce que vous trouvez que transmettre le statut à quelqu'un qui n'est pas autochtone, c'est une bonne chose? Dans le sens que là, après ça, les enfants peuvent, tu sais, il y a un plus long, disons, tu sais, le statut peut se maintenir plus longtemps, ou est-ce que vous considérez que c'est une mauvaise chose parce que justement, tu donnes le statut à quelqu'un qui n'a pas d'héritage autochtone? C'est un peu tricky. Mais c'est parce que c'est ça, c'est un gros sujet parce que ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme être une personne autochtone ou pas. Parce que c'est pas comme ça marche pas comme toutes les communautés, les autres communautés culturelles. C'est comme un peu plus flou sur qu'est-ce qu'on considère comme un autochtone ou pas. Mais moi, qu'est-ce qui a fait vraiment une bonne grande partie de ma culture, c'est d'habiter sur la communauté. D'habiter en communauté puis d'être en contact avec les autres, c'est vraiment ça qui est à part entière ma culture, là, je peux dire. Fait que, selon moi, si tu te maries puis tu habites dans la communauté puis tu fais partie de la culture, tu sais, ma mère qui est mariée à mon père, j'allais dire elle est mariée à mon père, mais est en couple avec mon père depuis qu'ils ont 18-19 ans, puis elle habite à Odanak depuis que je suis née. Elle fait partie de ça, elle est à tous les pas, elle aussi, elle vient nous entendre chanter. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont voir comme elle n'est pas autochtone au même statut, mais comme en même temps, elle est pleine partie à ça, puis elle pourrait être comme si on veut une façon de passer le statut à ses enfants parce que elle a fait partie aussi de ma culture. Elle a fait que la culture a survécu en moi. Là. Je sais pas si c'est comme clair comme je le dis, là, mais... Exact. C'est beau, même. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Si on veut pas courir à notre perte, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. C'est sûr que plus tard, même si la loi change pas d'ici que j'ai des enfants, exemple, j'ai un enfant avec un non-autochtone, c'est sûr je vais dire à mon enfant, tu t'es autochtone à mes yeux, tu l'es autant que moi. C'est ça, c'est qu'il ne sera pas légalement, mais il l'est quand même. Là. Exact. Mais y a-tu disons, pas des amendements, des choses comme ça qui sont en cours ou des trucs il y a eu des changements là, après 1985 parce que, comme Florence l'a soulevé, là, il restait comme un peu des inégalités par rapport au mariage d'avant 1985. Là. Donc, par exemple, dans McIver contre Canada, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique va conclure que les alinéas 6.1a et 6.1c de la loi sur les Indiens contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés. Parce que, dans le fond, Shannon McIver, c'est une femme
Puis les droits de ces enfants sont pas les mêmes que si elle avait été un homme inscrit. Ces petits-enfants hériteront pas du statut selon la loi sur les Indiens. Donc, je vais un peu vous expliquer. Là, on a une autre partie du visuel qui explique ça. Mais dans le fond, comme on le disait, un homme qui est inscrit 6-1 va se marier. La femme va avoir gagné le statut par mariage. Donc, leur enfant va être admissible au statut 6-1. Si cet enfant-là se marie à une conjointe non autochtone, bien, leur enfant va être 6-2. Donc, le petit enfant de l'homme inscrit va encore avoir le statut, puis il va juste, s'il se marie à quelqu'un de non autochtone ou s'il y a un enfant avec quelqu'un de non autochtone, l'enfant va pas être admissible, mais ça va être juste au statut de petit, petit enfant. Tandis que pour une femme qui s'est mariée, puis qui a regagné son statut en 1985, bien, son mari ne sera pas un Indien inscrit, donc leur enfant serait 6-2. Puis, ça fait que si cet enfant-là a un enfant, bien, l'enfant ne sera pas admissible au statut. Donc, le petit enfant de Madame McIver n'était pas admissible au statut, tandis qu'un enfant d'un homme inscrit l'était. Donc, il y a eu une modification par la suite là, pour que les petits-enfants des femmes qui avaient perdu leur statut, gagnent leur statut. Parce qu'il y avait un problème d'inégalité qui subsistait. Ça s'est fait en 2011, cette modification-là. OK, quand même. Puis, est-ce que... Ben, c'est juste que... Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, oui. Des chiffres, tout ça. Mais, fait que je veux juste avoir une précision. Est-ce que... Donc, ce que vous dites, c'est que les femmes autochtones, même depuis 1985, ne passent pas leur statut. C'est ça. Tout comme les hommes ne passent pas leur statut. Ouais. Okay. C'est juste que, dans le fond, ça, c'est les cas qui... Alors, mari et femme, là, c'est ça, Oui, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est les cas résiduels des hommes qui s'étaient mariés avant 1985 puis qui avaient pu, eux, donner leur statut à leur femme. Mais vu que les deux parents étaient considérés comme autochtones, ils pouvaient passer leur statut plus loin, tandis que les femmes, eux, qui n'avaient jamais pu donner leur statut, ben, ils passaient leur statut moins loin parce qu'il y avait plus de non-autochtones dans leur famille, si on veut. Là. Mais est-ce que ça l'a vraiment rétabli la situation ou... Pas vraiment, parce qu'il y a eu d'autres arrêts par la suite. Là. Il y a eu quelqu'un d'Audana qui est allé en cours aussi par rapport à ça, mais celui-là, j'ai pas inclus parce que c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'on tombe dans de plus en plus de générations, puis c'est vraiment difficile à expliquer, mais il y a comme toujours une petite inégalité qui va rester par rapport à ça, parce que, veux pas, les hommes ont été priorisés dans l'histoire. Là. Le système patriarcal a quand même duré pendant toutes ces années-là, fait que, comme, c'est un peu quelque chose qui est rendu difficile à tenter de renverser, là, mais fait qu'il reste quand même cette inégalité-là qui persiste. Là. OK. Puis, sur la loi sur les Indiens, ben là, on vient de parler de ça, mais j'ai comme vu que vous vouliez parler de certains trucs... des petits faits, mettons. Parce que je trouve ça... Parce que, tu sais, des fois, on passe sur les Indiens, puis on passe à certains aspects spécifiques, comme qu'on entend beaucoup parler des médias et tout. Mais il y a d'autres choses qui sont impliquées là-dedans. Puis que, je connais pas grand monde qui ont lu la loi de long en large. Et que je vous écoute là-dessus. Oui, bien, il y a un livre qui a été écrit par un autochtone de l'Ouest canadien qui s'appelle Bob Joseph, qui est intitulé, je vais le traduire là, pour la bien du podcast, 21 choses que vous ne savez peut-être pas sur la loi sur les Indiens. Donc, je vais dire des petits faits qui pourraient peut-être choquer certains. Le premier, bon, il y avait comme des sous-lois par rapport à la loi. Il n'y avait pas juste le fait de la transmission du statut. Il y avait aussi le fait que les Autochtones étaient renommés avec des noms européens. Donc, il y avait ce qu'on appelait des agents indiens qui étaient sur les réserves. Et eux autres, il y avait un registre, puis ils passaient d'un autochtone à l'autre, puis ils disaient, toi, tu vas t'appeler Bob, puis moi, mon nom de famille, c'est Joseph, fait que tu vas avoir le nom de famille Joseph. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communautés qui ont un nom de famille en particulier, tu vas en trouver beaucoup. Exemple, ben, nous, les Wendat, ben, les Bastiens, les Sioux, les Crolouis, les Picards, ben, on en retrouve beaucoup. Fait que tu sais que si je te dis, je m'appelle Florence Bastien, je suis autochtone, ben, ah ouais, t'es-tu Wendat? OK. C'est à cause de ça. Mais c'était totalement le prénom et le nom. Là. Exactement. On enlève ton identité de ton nom. Okay. Oui, parce qu'ils savaient qu'un nom autochtone, mais ça avait c'était porteur de sens aussi là, pour plusieurs. Il y en a qui s'étaient fait donner des noms quand il y avait des rites de passage, par exemple, et qui voulaient totalement enlever ça. Il y avait aussi une interdiction du droit de vote. Je peux vous donner les dates que les Autochtones ont eu le droit de vote. Ils l'ont eu même après les femmes. Ouais.
allochtones, bien sûr. Donc, le droit de vote au fédéral a été donné en 1960 et le droit de vote au provincial en 1969. Mais c'est pas toutes les communautés qui pouvaient voter après ces années-là parce que même s'ils ont donné le droit de vote en pratique, ils mettaient pas des bureaux de vote dans les communautés, donc ils pouvaient pas plus voter. Exact. Ouais. C'est tellement récent. Oui. C'est tellement récent. Vraiment. Ouais. C'est atroce. Il y avait aussi une interdiction de vente d'alcool aux Premières Nations et aussi une interdiction de vente de munitions aux Premières Nations. Ça, c'est écrit dans la loi. Oui, c'était écrit dans la loi. Ouais, comme quoi les commerçants n'avaient pas le droit de vendre d'alcool ni de munitions aux Premières Nations. Okay. Ouais. Il y avait aussi pas le droit de rentrer dans des salles de billard. Je sais pas pour quelle raison. Tellement absurde. Tellement absurde. C'est sûr qu'il y a aussi toute la portion, l'introduction des pensionnats en lien avec cette loi-là, la création des réserves. Aussi, il y avait le droit d'exproprier des portions de réserves pour construire des routes, des chemins de fer. Donc, si, exemple, ils ont mis une certaine nation sur une réserve, on dit ça, c'est votre territoire. Et après ça, le gouvernement, eux autres, pour leur propre bien économique, par exemple, veulent construire un chemin de fer qui passe directement dans la réserve, ben ils leur disent, on vous tasse. Donc, même si ça fait 30 ans que vous êtes là, on vous tasse. Ils se donnent le droit de juste faire ce qu'ils veulent. Juste tasser. Ouais. Exact. Okay. Il y avait aussi une interdiction de vendre, par exemple, qui faisait pousser... exemple, faisait de l'agriculture. Il y avait une interdiction de vendre à des personnes non autochtones. Parce qu'ils ont réalisé que les Autochtones, on était quand même assez forts dans l'agriculture. Ça faisait longtemps qu'on était là. Puis que les Allochtones, ils trouvaient que nos produits étaient assez bien. Et que les Autochtones faisaient des profits. Donc, ils ont voulu interdire ça. Oh my God. Ouais. Donc, si vous voulez lire ce livre-là, c'est assez intéressant. Hey, c'est intense quand même. Ouais. Mais c'est comme toutes des... Tu sais, il y a tellement des affaires comme le salle de billard. Là. Je veux dire, c'est comme interdit pour interdire parce que comme... Ouais, exact. Vous aimez pas, là. Ouais, c'est comme... persécuté. Ouais, c'est vraiment ça, là. C'est comme... Mais si je peux revenir sur les pensionnats, là, toi, Florence, tu disais que les gens sur la communauté, ils allaient à l'école des Ursulines. Est-ce qu'il y a des gens de Wendake qui sont allés dans les pensionnats? Pas à ce que je sache. Tu sais, du fait qu'on était assez proche des colons français, je pense que ça serait su assez rapidement. Par contre, il y en a qui sont allés aux écoles de jour, qui appellent. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même eu des abus qui sont faits là-bas. Mais non, je pense... Les écoles de jour, dans le fond, les écoles de jour, c'est... Comparé au pensionnat, ils revenaient à la maison à la fin de la journée. Mais est-ce que c'est dans le fond, c'était vraiment spécifique pour... Comme il n'y avait pas un mix avec les petits les petits Français, colons français. Parce que je sais pas, pour Wendake, à Odanak, il y en avait des écoles de jour, là, puis c'était sur la communauté, fait qu'il y avait juste des gens d'Odanak qui y allaient. Okay. Parce qu'il y avait des écoles aussi pour les villages aux alentours qui étaient pas qui étaient des villages de Québécois, là, si on veut. Mais parce que à ce moment-là, c'était plus des colons. On est ailleurs. Mais c'est ça, parce que c'était ça à Odanak aussi, là, fait que pour ça je me le demandais, parce que c'est ça, il y avait aussi de l'abus, puis aussi genre un contrôle un peu serré, comme constant. Puis c'est ça. Je vais rentrer comme dans une autre partie du sujet. Là. Je sais pas si ça... Barry. Oui, dans le fond, parce que c'est ça, pour plus parler de ça, c'est ça, dans le fond, quand tu es à l'école, évidemment, tu peux pas parler la langue, tu peux pas avoir aucun élément de la culture. Puis après ça, quand tu revenais chez toi, il y avait comme un missionnaire dans le village. Tu sais, les curés, je sais pas s'il y a encore un curé à Wendake, mais il y a encore un curé à Odanak. Puis il s'appelle encore un missionnaire parce que c'est encore la mission de... la mission d'Odanak. Sérieuse? Oui. Puis c'est le missionnaire qui s'occupait de passer de maison en maison. C'était comme un peu celui que le ministère donnait comme un petit rôle de passer de maison en maison pour s'assurer que personne parlait la langue, personne chantait, dansait. À la maison. Oui, à la maison. Mais tu parles de nos jours? Non. Okay. Vraiment dans les mêmes temps que les pensionnats, donc avant 1996, là, dans ces années-là. Mais c'est quand même... C'est quand même récent. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment. Puis c'est là qu'on voit dans le recensement que
la langue s'est comme complètement perdue. On regarde dans les recensements, puis il y a des générations qui vont parler 3 langues, là, l'Abénaki, le français, l'anglais. Puis après ça, la génération suivante, juste français ou anglais. Parce que ça a été tellement intense, les écoles de jour, puis les missionnaires qui s'assuraient qu'il y ait cette disparition de culture-là. Puis là, il y a encore... Là, c'est ça que tu dis. Mais encore aujourd'hui, il y a un curé. Un missionnaire. Missionnaire. Ouais. Mais il y a encore un curé. Il y a encore une église parce que dans le fond, on est comme quelques villages proches. Puis il n'y a plus beaucoup de gens qui vont à l'église, évidemment. Mais l'église d'Odanak est encore là. Puis, mais son rôle, il n'est plus... Il n'est plus le même. Là. Le curé, vraiment très gentil, très sympathique, très ouvert d'esprit. Là. Puis, comme quand il fait des prières, il dit prier à Dieu pour ceux qui pour ceux qui croient que c'est ça, là, ou avoir une pensée. Il dit vraiment. Puis l'église d'Odanak, là, qui est ouverte généralement l'été, si jamais vous voulez la visiter, il y a beaucoup de traits, il y a des capteurs de rêve, il y a beaucoup de traits autochtones, il y a une sculpture de Kateri Tekakwitha. Fait que c'est vraiment... Il y a eu des missionnaires qui étaient plus ou moins, genre, pour la culture. Il y en a qui ont fait des bons coups, il y en a qui ont fait des moins bons coups. Là. Il y en a un, entre autres, qui a parti l'idée du musée des Abénakis à Odanak, puis qui a ramené les powwows, parce que ça, c'est quelque chose qui était interdit par la loi sur les Indiens, là, les powwows, parce que c'est un élément important de la culture, là, où les nations se rencontrent pour danser, chanter. Mais c'est ça. Il y en a qui ont fait des bons coups et des moins bons coups. Bien, sur ce, l'épisode tire malheureusement à sa fin. Donc, merci à vous deux de m'avoir accompagné aujourd'hui. Très instructif. J'en ai beaucoup appris pour ma part. Puis je pense que ça va être la même chose du côté de l'auditoire. Donc, on va se coucher moins les yeux à soir. Donc, ça, merci de votre écoute. On se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Ciao, ciao. Bye!